Aujourd'hui, l'automatisation, c'est plus très compliqué, hein. J'entends souvent dans le métier, des fois, ça fait 30 ans que ça roule Ça de marche cette comme ça. manière-là. Dans les 20 prochaines années, c'est sûr qu'on arrive vers une révolution industrielle. Ils sont pas confortables, ils sont pas Ouais. ouverts d'esprit à... Souvent, les clients vont me dire: «Ah, mais j'ai pas assez de volume». Le problème, c'est que tu as pas le volume, justement parce que tu as pas la possibilité d'automatiser. Tu sais, dans les robots, oui, c'est nouveau, mais c'est pas nouveau, hein. On en revient toujours au même, c'est une histoire d'investissement. Une fois que le client il commence, 95% du temps, ça se passe bien. Puis, écoute, mon client, ça fait maintenant 1 an là qu'il roule des filets, puis il est bien content. Think outside the box, qu'on dit, là. Usinage, métal en feuille, transformation des métaux en général, de petites dimensions à très grosses dimensions. Quand vous êtes un client, c'est facile, vous appelez chez Machinerie BV, c'est de pouvoir montrer justement tout ce qu'on peut proposer. La showroom est ouverte au public. Je pense qu'on a le plus gros showroom du Québec. Puis on va vous faire visiter sans problème. Puis s'il y a quelque chose à se rappeler, c'est que Machinerie BV, c'est du solide. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast. Ce soir, j'ai en studio Machinerie BV, qui sont un distributeur régional partout au Québec. J'ai Brice Bourdeau de la compagnie en studio avec moi, donc je vais te laisser le temps de te présenter. Ben oui, je suis donc Brice Bourdeau, je suis représentant pour la compagnie Machinerie BV, qui normalement est bien connue au Québec. On est situé à Drummondville, là, c'est une grosse bâtisse bleue au bord de l'Avin. Et puis du coup, j'ai le plaisir de venir te voir aujourd'hui. Donc, quel territoire que tu desserres? Alors moi, je suis représentant pour Machinerie BV depuis 3 ans, puis je desserre la Montérégie, l'île de Montréal et toute la rive nord jusqu'à Gatineau. Qu'est-ce qui consiste en ton rôle chez Machinerie BV à ta... En fait, pour parler un petit peu de Machinerie BV, c'est un distributeur au Québec qui est un des plus anciens. On a fêté notre 50e anniversaire, donc c'est le logo des 50e anniversaires de Machinerie BV, où on est à la 3e génération de patrons actuellement. Puis, en fait, on vend tout ce qui est machines pour usinage, métal en feuille, transformation des métaux en général, de petites dimensions à très grosses dimensions. Puis moi, j'ai intégré l'équipe il y a maintenant, bientôt, c'est ça, 3 ans. Et je suis représentant technique. J'ai un background usinage depuis toute ma vie. Donc, c'est ça, je m'occupe de conseiller les clients et de les aider à choisir leur future machine. Puis quel manufacturier que vous représentez en tant que distributeur de machines pour les marques? Alors en fait, ça va vraiment dépendre des styles de machines qu'on recherche. On vend de la machine japonaise, on vend de la machine taïwanaise, on vend de la machine européenne, on vend de la machine turque. Ce qui fait qu'en fait, ça dépend. Chaque pays a un petit peu son point fort. Bon, en usinage, beaucoup viennent de Taïwan. Même des machines, des fois, qui sont japonaises, viennent quand même de Taïwan, malgré tout. Fait que c'est à peu près 70-80% qui vient de ce coin-là. Et puis, par contre, pour tout ce qui est machine métal en feuille, transformation du métal en feuille, ça va venir d'Europe pour le plus haut de gamme, de Turquie ou d'Asie, plus Chine pour le reste. Est-ce que tu veux spécifier les lignes, les marques de produits? Oui, bien sûr. En fait, en usinage, au niveau du tournage, on a Takizawa. Donc ça, c'est tout ce qui est tour numérique, de petites à très grosses dimensions. Mais on vend aussi beaucoup de tours hybrides. Et donc, les tours hybrides, c'est une autre brand. Au niveau du milling, on vend Manford depuis maintenant plus de 15 ans. Donc, on a un très beau partenariat avec eux. Avant de vendre leur CNC, on vendait déjà leurs machines conventionnelles. Donc, ça fait très, très longtemps qu'on travaille avec eux. Donc, on aime bien ça. Et puis, depuis pas très longtemps, on a récupéré une nouvelle ligne qui s'appelle Microdynamique. Ça va faire une petite année maintenant. Et qui est une compagnie qui fabrique leurs machines à Taïwan, mais qui fabrique pour un manufacturier japonais depuis plus de 30 ans. Ce qui fait qu'en fait, on l'achète directement à la source et on a du coup des machines très qualitatives, très performantes. Et on les fait découvrir actuellement sur le marché québécois. OK. Puis, c'est quoi qui va... Dans votre offre de service, c'est quoi qui vous démarque le plus dans l'industrie locale au Québec ou Alors, en en fait, on est un gros acteur au Québec. Pourquoi? Ça fait une 12aine d'années maintenant que la nouvelle génération de patrons est arrivée. Donc, en fait, j'ai 3 patrons, hein. J'en ai un qui s'occupe de la partie usinage et puis qui parle avec les fournisseurs. En gros, qui est un peu le responsable commercial, en fait, si on peut dire ça, là, le responsable des représentants. Puis, j'en ai un autre qui s'occupe du service. Donc, c'est-à-dire que quand vous appelez chez Machinerie BV pour le service, c'est un des patrons qui décroche et qui fait la cédule des techniciens, qui embauche les techniciens. Donc, c'est vraiment lui qui s'occupe de ça. Puis, on a un autre qui est Monsieur Papier, donc pour tout ce qui est comptabilité et tous les papiers qui viennent à côté. Puis, du coup, le point fort de Machinerie BV depuis 10 ans, qui a fait que la compagnie a doublé de taille, c'est qu'on donne énormément de services. Donc, le principe, c'est de choisir nos fournisseurs pour la qualité de machine, évidemment, mais surtout pour la qualité. Est-ce qu'on va avoir des pièces détachées dans le futur?
Est-ce que on va avoir du service quand on pose une question? Si le client il demande une option particulière, est-ce que le fournisseur va nous répondre? Et c'est vraiment ça qui fait notre choix de fournisseur. Et du coup, dans le temps, quand tu achètes une machine chez Machinerie BV, tu es certain que dans les 15 prochaines années, tu vas avoir du service, tu vas avoir des morceaux et tu ne vas pas te retrouver avec un équipement de 6 ans et puis tu as une drive qui est grillée et puis là, désolé, tout bas de saussade, ça n'existe plus. Non, on n'a pas ce souci-là chez Machinerie BV. Puis du coup, notre nom s'est fait année après année, comme quoi on est sérieux dans notre service. Et du coup, les clients, après, ils font plus un partenariat avec nous, hein. Nous, c'est plus qu'on recherche de faire un partenariat. Puis, au fur et à mesure, on a agrandi notre style de machine différent de manière à pouvoir offrir tout chez le client. Donc, il veut une scie, une machine conventionnelle, un tour hybride, un laser pour couper du métal en feuille, une presse plieuse, un 5 axes avec un robot. On va pouvoir tout trouver chez nous. Je peux confirmer avec toi parce que je vois souvent vos camions sur la route qui sont tous avec un décal sur les camions. Ouais. Fait que c'est sûr pour les auditeurs, s'ils font référence avec les machineries, les camions avec les décals de machinerie BV, ils peuvent se dire que vous êtes présent dans le secteur ou pour desservir la région. Donc, on est rendu avec 16 techniciens. Ils ont tous leurs camions, il n'y a pas de duo, chacun est indépendant. Puis ce qu'on a fait, c'est ça. Nous, nos techniciens, chacun ont leur spécialité. Donc, quand tu as quelqu'un qui vient chez toi, il connaît ta machine et puis il ne va pas rester devant la machine au téléphone et puis pas savoir par où commencer, quoi. Vous avez des pièces de rechange avec ces camions-là sur la route pour être capable de répondre vite à la demande? On a un magasin de pièces, en fait, avec 2 magasiniers chez nous. Donc, quand tu appelles chez nous, tu as juste besoin d'un morceau que tu le connais, une batterie de rechange pour un contrôleur ou une pièce qui est bien connue, qui est une pièce d'usure. Tu t'appelles chez nous, puis en général, on va l'avoir en inventaire, on te la livre pour le lendemain. Et on a à peu près 1 million d'inventaires avec 2 magasiniers qui font ça à temps plein. Okay. Puis question installation, qu'est-ce que vous offrez en termes d'assemblage de machines ou de cellules robotisées au préalable avant que ça soit livré chez le client? Nous, en fait, le processus, c'est que quand on achète des machines, peu importe la dimension, elles passent d'abord chez Machinerie BV en premier. On fait une vérification. Donc, elles n'arrivent pas emballées du fournisseur directement chez le client. On fait un passage chez nous. Pourquoi? Parce que quand les machines sont sur l'eau, il y a des vibrations. Donc, moi, j'ai appris ça en arrivant chez BV. Mais du coup, tu peux avoir des vis qui se desserrent, tu peux avoir des petits bobos causés par le transport. Fait que toutes les machines sont mises en fonction chez nous. On vérifie que tout est correct, que tout marche. Quand on va faire une grosse boring, par exemple, elle arrive vraiment en morceaux, hein. Fait qu'on l'assemble chez nous en interne le plus possible pour que ça soit encore transportable. Puis, on fait le CSA. Donc, ça, c'est obligatoire au Canada. Et c'est la norme électrique, hein. Et ensuite, en fait, quand on vient faire l'installation chez le client, le but, c'est que ça soit le plus vite possible. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de tout faire en amont. S'il y a des bobos, qu'on puisse régler ça chez nous. Puis, comme ça, au niveau de l'installation chez le client, ça se fait de façon beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus doux. Puis en parallèle de ça, on a une salle de formation. Donc souvent, ce qu'on propose à nos clients, c'est qu'une fois que la machine est mise en fonction chez nous, on fait venir son employé dans nos locaux pour pas qu'il soit dérangé toute la journée par des collègues ou par des imprévus. Ce qui fait que comme ça, il peut être en formation, l'esprit tranquille. Et puis ensuite, quand on installe l'équipement chez le client, le gars est déjà formé et puis prêt à mettre la machine en route, quoi. Puis si tu peux nous expliquer, dans le fond, qu'est-ce que vous avez dans votre showroom à Drummondville, sur le bord de la 20? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer que vous avez sur place? En gros, on a plus de 20 000 pieds carrés. Puis, ça se divise en 2 parties. On va avoir une partie conventionnelle. Donc, on va avoir des tours conventionnels, milling conventionnels, des grinders. On va avoir des scies. On va avoir des ironwork. Je pense que j'ai fait le tour pas mal. Ça tourne en fait, hein. On essaie toujours d'avoir un panel de dimensions différents pour essayer de répondre au plus vite aux clients. Puis la deuxième partie, c'est tout ce qui est commande numérique, où là, on va avoir presse plieuse, laser, shear, pour la partie métal en feuille. Puis on va avoir des tours numériques de plusieurs dimensions. On essaye d'avoir du 2 pouces et du 3 pouces en diamètre de bord, hein, par exemple. On va avoir du double spindle, du simple spindle. On va avoir du tour hybride. Et en milling, c'est pareil. On essaie toujours d'avoir une 800 mm de table, une 1000, une 1200, voire une 1600. Souvent, on en a une 1600. Fait que, puis dès qu'on l'a vendue, on en recommande. Et puis, comme ça, en fait, on essaie toujours d'avoir un délai le plus court possible. Puis, il y a des dimensions qu'on achète même en plusieurs unités parce que c'est des produits qui se vendent bien. Puis ça, la showroom était ouverte au public, au grand public?
Oui, bah, tout à fait. En fait, quand vous êtes un client, c'est facile, vous appelez, chez Machinerie BV au site internet ou, votre représentant si vous le connaissez. Puis on va vous faire visiter sans problème, quoi. En fait, c'est l'idée du showroom, hein, c'est de Ouais. pouvoir montrer justement tout ce qu'on peut proposer. Puis, des fois, c'est comme les gens, vont se dire: «OK», ils imaginent pas en fait que, au Québec, il y a un showroom aussi gros. Je pense qu'on a le plus gros showroom du Québec, hein, j'en suis quasiment même sûr. Puis ça, dans le fond, ça prend ça un rendez-vous avant ou... Bah, en fait, on peut passer comme ça, hein. C'est-à-dire que quand j'ai un client qui arrive, on a toujours un technicien, ou quelqu'un qui va pouvoir, recevoir la personne. Après, c'est sûr que c'est quand même mieux, sur rendez-vous parce que comme ça, le représentant peut Ouais. faire une visite plus complète et puis rentrer un peu plus, dans les détails. Faites-vous des types d'événements des fois pour juste exposer le métier ou exposer vos machines pour attirer même du monde qui sont pas dans le domaine relatif en tant que tel ou... Pas Bah, c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même avec des clients ou des gens qui sont dans le métier ou qui sont en mode d'acquisition de machines. Après, je sais qu'on a peut-être fait des portes ouvertes pour des écoles, tu sais, pour des étudiants, pour qu'ils viennent regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis sinon, pour le grand public, on fait aussi des shows. Donc, OK. on fait le MMTS, par exemple, au mois de mai. Il y a le Salon du Québec aussi, je ne sais plus la date exacte, là, mais où on va être présent. Donc là, c'est sûr que bah, toutes les écoles viennent nous rencontrer. On a un gros kiosque la plupart du temps. Et après, par contre, chez nous, c'est vrai qu'en général, c'est quand même réservé aux gens qui sont en mode d'acquisition ou juste en magasinage, hein. C'est-à-dire, tu peux être machiniste, te dire, ah tiens, dans un an, j'envisage de me lancer à mon compte, mais j'ai aucune idée de combien les machines coûtent. Mhm. Bon, bah, à ce moment-là, tu me contactes, on fait une visite. Puis nous, ça ne nous dérange pas. Je vais te faire des soumissions, même si c'est pour l'année prochaine, même si c'est pour dans 2 ans. Tu as besoin d'établir ton plan d'affaires. Je le comprends parfaitement. Bon, bah, on va faire des soumissions pour que tu vois un petit peu où t'aligner, quoi. C'est quoi vos produits les plus populaires chez Machinerie BV? C'est le ratio versus... En fait, tu vois, c'est drôle, mais c'est à peu près 50-50 métal en feuille, usinage. Donc, c'est du 50-50. Et après, pour te dire, les produits plus populaires, on dirait que c'est la loi des séries. C'est-à-dire que pendant 2 mois, par exemple, je vais vendre plein de machines conventionnelles. Pendant 2 mois, je vais avoir la folie des tours numériques. À un moment donné, j'ai plus de tours numériques, j'ai plus de conventionnels et ça va être des milling. Et c'est très, sur l'année, en fait, ça fait une moyenne. Mais je te dirais, c'est pas évident de dire, mais ça dépend d'une année sur l'autre. Ça varie quand même assez énormément. Puis vous, le message en 2026, est-ce que vous poussez plus sur les machines en automatisation ou versus il y a encore une trop grande demande pour les machines conventionnelles? Et alors, en fait, ça dépend vraiment quel type de client. On travaille beaucoup avec des services maintenance, où, bon, bah, OK. eux, si tu veux, ça va vraiment être de la pièce unitaire, donc on parle pas d'automatisation. Mhm. Par contre, quand on arrive dans des compagnies d'usinage, plus vraiment sous-traitance, usinage typique, là, on va en parler systématiquement. Et en fait, la question avec le client, ça va être: OK, quel type de morceau vous faites? Quelles sont vos quantités? Je regarde la dimension des pièces, est-ce que ça trappe bien? Et si ça s'attrape bien, effectivement, régulièrement, on se pose la question de l'automatisation. Puis après, bah, il y a plein de solutions différentes pour l'automatisation. Là, c'est comme, ça peut être un robot collaboratif, ça peut être une cellule robotisée avec des palettes. On fait aussi de l'automatisation sur les presses plieuses, où là, bon, bah, c'est carrément notre cellule qu'on a designée, qu'on fait fabriquer. Où là, on a différentes dimensions pour différents styles de feuilles. On va jusqu'à des feuilles de 5 par 10, hein, donc on a vraiment une grosse cellule. Fait que oui, c'est la question, elle se pose quasiment systématiquement avec chaque client, Mhm. mais ça dépend vraiment de la typologie du besoin du client. Quelle sorte d'accompagnement que vous faites avec vos clients? Est-ce que vous allez des fois pour des services clés en main, que le client a une idée de quel type de pièce qu'il fait, puis que vous allez recommander le bon type de machine, ou c'est la plupart du temps, c'est des clients qui vont arriver, qu'ils savent déjà ce qu'ils ont en tête comme produit, puis des fois, c'est peut-être pas nécessairement adapté à leurs besoins, puis vous redirigez ça peut-être pour des meilleures solutions à long terme? Alors, je te dirais que ça, c'est assez variable. C'est-à-dire que je vais avoir des clients, ils savent déjà ce qu'ils veulent, parce que globalement, ça fait super longtemps qu'ils sont dans le métier, puis ils ont des pièces qui sont toujours un peu les mêmes, ce qui fait que c'est vraiment du renouvellement de machine. Puis d'autres qui vont arriver avec, moi, je fais que de la milling, j'ai le cas en ce moment. J'ai des morceaux de tour à faire. Il me montre ses plans, puis il me dit, OK, ce serait quoi la machine idéale pour faire ça? Puis les clients sont toujours un peu ouverts quand même s'ils ont une idée en tête. Moi, ma job, en fait, c'est que je connais les machines, je connais le marché. C'est de regarder, est-ce que oui, c'est la meilleure solution pour toi, ou est-ce que tu n'as pas pensé à une autre architecture machine qui pourrait éventuellement te donner
plus de, je cherche mon mot, plus de latitude pour faire différents types de pièces. Fait que l'idée, c'est vraiment d'aider le client à faire son choix de machine. Mais même si le client, au début, il me dit, voilà, je veux ça, ça, ça comme machine, je rebalaye toujours, OK, qu'est-ce que tu fais comme morceau? C'est quoi tes projets à l'avenir? Où est-ce que tu t'en vas? Quelle est ta vision? Pour être bien certain que dans 2 ou 3 ans, le client, il n'est pas à regret en se disant, ah, si j'avais su, j'aurais pris une machine plus grosse. Ou à l'inverse, oh, si j'avais su, j'aurais dû prendre une machine plus dédiée, plus rapide, plus petite. Alors que là, je cherchais de la polyvalence, mais finalement, les morceaux sont tous petits. Et puis, c'était pas la machine idéale, elle prend trop de pieds carrés pour rien. Donc, c'est là-dessus, en fait, qu'on regarde vraiment qu'est-ce que le client veut faire, c'est quoi ses morceaux, puis on est là justement pour le guider par rapport à ça. C'est quoi ton impression aujourd'hui, en 2026, du marché actuel au Québec ou dans l'Est de l'Ontario? Est-ce qu'on est à la hauteur de répondre à la demande en volume de production ou ça peut arriver dans les prochaines années à venir? En fait, je dirais, ça dépend comment on voit la chose. L'industrie, depuis 2-3 ans, pendant la Covid, mine de rien, ça a quand même très bien fonctionné, à part au démarrage, là, où c'était un petit peu compliqué. Mais après, on a eu des belles années. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a quand même de l'ouvrage, ça va quand même bien au global, mais on sent que le marché s'est durci. Et en fait, après, là, on en revient. Effectivement, le Québec est en compétition, même avec la province d'un côté, hein, avec l'Ontario qui est en compétition avec la province d'un côté, mais on est aussi en compétition avec les entreprises de notre voisin au sud. On est en compétition avec les entreprises en Asie. Bon, il y a toujours l'histoire du transport, on est plus proche, mais on est en compétition partout. Puis là, ça se pose la question de la modernité de nos entreprises. Oui, effectivement, moi, je pousse les clients à essayer d'investir. Et bon, évidemment, je vends des machines, hein, donc c'est bien pour moi. Mais l'idée, c'est justement de se dire, OK, je ne suis pas juste en compétition avec mon voisin dans la ville à côté. En vrai, c'est une compétition mondiale. Ce qui fait qu'il faut pousser les compagnies québécoises, c'est un petit peu le but aussi de notre conversation aujourd'hui, à se moderniser. Parce que si on ne voit pas plus loin qu'à 2 ou 3 ans, peut-être que dans 10-15 ans, en fait, on n'aura plus d'ouvrage au Québec parce que tout va partir ailleurs, parce qu'on n'est pas assez optimum en termes de fabrication. Ouais. Il y a le problème de main-d'œuvre. Je pense que tous nos clients vont se reconnaître. Hein. Ça va un petit peu mieux en ce moment parce que justement, il y a un peu moins d'activité économique. Mais globalement, trouver un machiniste, trouver un soudeur qui reste chez vous, qui est compétent, c'est pas facile. Et du coup, se pose la question de l'automatisation sur les machines. Parce qu'effectivement, au lieu d'avoir 3 machinistes, on a un plus compétent que tu payes mieux. Et puis qu'il y a des machines automatisées avec des palettiseurs ou avec un robot collaboratif. Et puis que le gars, en fait, la job est plus le fun pour lui. Puis indirectement, il est plus rentable aussi pour l'entreprise. Fait que je pense que tranquillement, on va s'en aller vers ça, quoi. Et on essaie de pousser les clients, mais il y a de la réticence parce que c'est une nouvelle technologie. Donc, Ça a mis le nom de client, par exemple. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi vos clients qui sont les plus performants, mettons, dans les solutions d'automatisation? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel genre de setup qu'ils ont sur place qui fait qu'ils sont comme de bons candidats comme c'est là? Souvent, ce que je suis surpris, c'est qu'on va trouver des grosses entreprises où ils ne seront pas tant automatisés que ça, parce que finalement, c'est des gros noms, ils ont des bonnes conditions salariales, ils ont des bonnes conditions d'assurance, etc. Donc, ils arrivent à recruter du monde. Puis, là où je vais trouver le plus d'automatisation, et ça m'a toujours surpris, c'est dans des compagnies de taille intermédiaire, 5 à 15, 20 personnes. Puis là, en fait, tu as un patron en haut qui est super motivé, puis allumé. Puis lui, en fait, il va se lancer dans l'automatisation parce qu'il a bien compris que c'est pas facile d'avoir du personnel, qu'il a des pièces régulièrement qu'il peut laisser tourner la nuit. Ce qui fait que lui, il va vraiment regarder davantage pour mettre de l'automatisation. Sauf que le gars, c'est sûr que le soir, à 5 heures, il n'a pas forcément fini. Puis si le robot, il a des bugs ou qu'il a un peu de mal à le mettre en route, il va y passer le temps nécessaire pour que ça marche. Ouais. Et je suis surpris, hein, des fois, j'ai trouvé des compagnies avec 5 personnes, un robot collaboratif qui fait de l'ébavurage, par exemple, sur une machine avec une bande à sabler. Hein. Mais le setup super bien fait, il a trouvé la belle solution. Mais puis, en fait, tu vois, c'est dans une grosse compagnie, en fait, ils vont avoir un gars à tout faire. Et puis, le gars, en fait, il va venir frotter les morceaux. Ils ne vont pas forcément l'automatiser systématiquement. C'est quoi la meilleure approche pour s'adapter à l'automatisation? Est-ce que c'est des fois, tu pourrais conseiller, des fois,
une compagnie de juste acheter un outil qui va apporter une source d'automatisation pour qu'il l'expérimente par lui-même avant de faire le move pour faire un plus gros investissement, je te dirais? Ou c'est quoi vos méthodes de convaincre les clients que ça serait un bon move pour eux autres? Moi, je dirais aux clients, de toute façon, il faut commencer à quelque part. On s'en vient. On s'en vient vers là. De toute façon, ça va devenir une obligation parce que moins de personnel, parce qu'on a besoin de plus de compétitivité, ce qui fait que ça va être obligé. Fait que souvent, je leur dis, écoutez, on peut commencer avec une cellule robotisée à palette. C'est simple, les palettes, il n'y a pas besoin de gripper. Tu mets tes morceaux dans un étau ou dans un chuck sur ta palette. C'est très facile à manœuvrer. Fait que ça, en général, c'est pas mal le premier investissement des clients. Puis, une fois qu'ils ont vu qu'OK, en fait, le robot, c'est pas si compliqué, ça fonctionne, bah, après, la deuxième étape, c'est de se dire, OK, à la place d'avoir des palettes, je veux mettre 50 morceaux. Bon, bah, nous, par exemple, on a des solutions avec des tiroirs qui sont perforés avec des dowel pins où tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de morceaux. Donc, forcément, ta cellule elle va être autonome beaucoup plus longtemps. Par contre, bah, là, il va falloir faire un gripper. Donc, ça dépend de la taille du morceau. Mais pareil, faire un gripper, en vrai, là, pour nos clients, c'est pas très compliqué, hein. Ça reste des morceaux d'aluminium. Il n'y a rien de très sorcier, mais des fois, pour les clients, ça peut faire peur un petit peu. Donc, ça, c'est pas mal la deuxième étape. Puis, avant tout ça, de façon en automatisation, on n'en a pas parlé, mais ce qui est important, c'est la gestion des usures-outils. C'est que souvent, la question qui revient, c'est le client me dit oui, mais là, je ne sais pas combien de temps mes outils durent. Fait que là, moi, j'ai un gars qui est devant la machine et puis il écoute. Bon, c'est sûr que moi, souvent, ce que je dis, OK, la priorité, c'est gamme de fabrication, avoir un tracé pour que quand ta pièce revienne, tu sois capable de la remonter vite. Et surtout que tu essaies d'avoir une certaine. Que tous tes outils soient toujours un petit peu les mêmes chez toi. Standardiser des Une procédés. standardisation, c'est exactement ça que je cherchais, de manière à savoir que ton outil, ton 1,5 va durer tant de temps dans l'acier, tant de temps dans le stainless, qu'au moins tu aies une moyenne, tu vois, que tu aies une bonne vision de la durée de tes outils, que tes outils d'ébauche ils soient tous les mêmes sur toutes les millings, pas que tu aies une brand, puis une autre brand, puis une autre brand, et puis que chaque machiniste, ah bah moi je préfère cette plaquette-là, bah l'autre je préfère. Ouais. Il faut vraiment essayer de standardiser. Puis une fois comme ça, tu as tes durées d'outils. Au bout de 6 mois, tu vois bien combien de temps tes outils durent. Bah, quand tu as ta cellule robotisée, voilà, tu sais que tu fais des morceaux en stainless. Ton outil d'ébauche, tes plaquettes, elles vont durer 45 minutes. Okay, tu as 3 minutes d'usinage par pièce avec cet outil-là. Voilà, c'est facile à compter. Et puis, du coup, le soir, tu peux partir sereinement. Ouais, puis avec la documentation aussi, dans le fond, ça vient que si tout est documenté, que vous avez des setup sheets pour refaire la job plus tard dans le ça va plus vite, et puis tes user-outils ne changent pas. Donc, ouais, il faut vraiment essayer de standardiser. Et puis, mais c'est vrai que les clients sont de mieux en mieux de ce côté-là, hein. J'ai vu il y a 10 ans, je vendais des outils de coupe, hein, moi, dans le passé, là, depuis très longtemps. Puis je voyais bien, des fois, on ouvre des placards, il y a de toutes les marques, il y a de tous les couteaux différents. Bon, alors, quand on vend des outils, regarde, au moins, on en prend un petit morceau, c'est bien, hein. Mais c'est sûr que dans une vision de progression, souvent, je dirais aux clients voilà, partir avec une marque. Vous aimez bien le représentant, vous aimez bien le distributeur. Peut-être que l'outil concurrent, il marche un peu mieux sur certaines applications. Peut-être que l'autre, il est plus performant sur d'autres applications. Mais quand tu es standard, plus facile de commander les mêmes outils, puis plus facile de savoir tes durées. Et si tu connais tes durées, ça va être plus simple de pouvoir automatiser ta machine. Il y a aussi le discours de se dire que ta personne elle peut faire rouler plusieurs machines à la fois. Mais bon, on est au Québec, c'est pas toujours évident d'avoir des employés qui sont OK pour naviguer sur plusieurs machines en même temps. J'arrivais dans cette question-là pour savoir, je te demandais, voir c'était quoi ton impression. Depuis quand que les compagnies ont commencé à prendre le mouvement de l'automatisation? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore un peu tabou, un peu dans les industries de nos jours? Ou ça commence à venir, hein, mais il y a des entreprises qui sont vraiment à l'avant-garde, où tu arrives, et puis j'en ai une en tête là, qui fait de l'armement, puis tu vas chez eux, écoute, ils ont plein de robots collaboratifs quasiment sur toutes les machines, puis ça va très très bien, puis ils ont été pas mal autonomes, hein. Ils ont acheté des robots, ils se sont fait un rack. Ils auraient pu acheter des cellules aussi toutes faites là, mais ils ont été assez autonomes et puis ça fonctionne très bien. Mais parce qu'en fait, l'automatisation vient quand tu n'arrives pas à trouver des employés. Et tant que tu arrives à trouver des employés, souvent, au lieu de se dire OK, let's go, j'achète un robot et puis c'est parti, bah, les gens vont prendre des employés, c'est encore le réflexe. Et c'est ça, on essaye de travailler chez les clients pour leur dire écoutez, en ce moment, on trouve des employés, est-ce que ça va durer dans le temps? Un robot, il tombe pas malade, le soir, il peut continuer de travailler. Ce qui fait que, est-ce qu'on va remplacer tous les gens? Non.
Mais c'est comme les chaînes de fabrication automobile. Hein. Autrefois, on fabriquait tout à la main, et puis on assemblait tout à la main, et puis en fait, on a mis des robots. Il y a encore des milliers de personnes qui travaillent dans les entreprises automobiles. C'est juste que les jobs ont évolué. Puis c'est quoi qui serait le meilleur message, dans le fond, pour influencer des compagnies tu sais, des scénarios qui sont tout le temps présents dans l'industrie, c'est que tu vas avoir quelqu'un qui va penser t'as un machiniste sur le plancher, puis c'est ta machine principalement, ton employé, mais il y a beaucoup de compagnies qui vont, tu sais, de se dire que c'est correct de garder de l'ouvrage pour ces machinistes-là, des fois diminuer les temps de cycle pour avoir les bavurages à faire en dehors de la machine ou quoi que ce soit, mais quand on parle d'automatisation, c'est tout le temps d'essayer de tout faire à l'intérieur d'une machine, puis laisser tout Ben, ça, tu vois, par exemple, c'est vrai que le discours de se dire, OK, ma machine, elle tourne 4 minutes, puis si je fais les bavurages à l'intérieur, ça va me prendre 45 secondes supplémentaires, donc je préfère que mon gars récupère le morceau, le fasse à l'extérieur pour gagner du temps. Si tu fais ton propre produit et que tu fais un assemblage et que tu le vends après, et du coup, la qualité de finition, finalement, tu vends un ensemble et puis ça t'est égal, ok, très bien. Mais pour toutes nos compagnies de sous-traitance, on en a beaucoup, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça parce que le problème, c'est que le voisin, lui, il va faire son débavurage machine. Puis en fait, tu vas avoir deux morceaux. Tu vas avoir deux morceaux qui sont bons, mais tu vas avoir un morceau qui est beaucoup plus esthétique que l'autre. Et donc, si tu les achètes au même prix, bah, il y a un moment donné, tu vas aller là où les pièces sont plus belles. Donc, moi, je pousse mes clients à leur dire, essayez de faire des beaux morceaux. Aujourd'hui, faire des bons morceaux, ça suffit plus. Ça suffit plus. Il faut qu'ils soient beaux. Fait que, et en fait, bah, en gros, hein, la concurrence pousse à l'excellence. Hein, c'est un petit peu ça. Puis l'automatisation, bah, ça va en faire partie parce que là, tu te dis, OK, ma pièce, elle dure 5 minutes au niveau de la machine. Oui, mais tu peux en lancer 50 ce soir. Et la machine, elle va rouler pendant 4 heures, autonome. Tu sais, des fois, les gens veulent vraiment absolument essayer que le robot il tourne toute la nuit. Bah, regarde, si déjà tu fais 4 heures par soir, 3 soirs semaine, parce que tu n'as pas toujours les séries de pièces qui conviennent à rester toute seule, c'est quand même 12 heures. Hein, 12 heures, c'est 4 jours de travail sur un mois, hein, c'est même plus. Hein, donc ça vaut la peine, quoi. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous conseillez le plus en termes de être friendly user comme type d'équipement? Parce que est-ce qu'un robot séparé d'une machine, c'est plus compliqué des fois à intégrer qu'un pelletiseur, que se passe dans les programmes? C'est sûr que le palettiseur est le plus simple, mais en fait, même les robots actuellement, c'est pas très compliqué parce que on a tous des contrôleurs sur nos machines à commande numérique assez standards. Puis en fait, la plupart du temps, de toute façon, ça reste la machine qui va contrôler le robot. Hein. Donc il va lui dire OK, ou dans le robot, tu vas lui dire OK, il faut que tu lances 50 pièces. Puis en fait, en gros, ça va lui dire ouvre ta porte à la machine, mais c'est juste des input à output. C'est pas très compliqué à installer, quoi. Puis vous offrez la formation quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que nous, on peut les installer sur toutes nos machines existantes déjà. Parce qu'on a une cellule robotisée qui est déjà chez nous, prête à l'emploi. Là, elle est montée sur une machine 5 axes. Mais on peut la monter sur une machine 3 axes aussi, puis mettre une porte pneumatique là, sur le côté pour créer une ouverture. En vrai, et aujourd'hui, l'automatisation, c'est plus très compliqué. Hein. On a même des compagnies qui font que ça pour des automatisations beaucoup plus complexes, là, qui font ça au Québec. Et c'est juste d'arriver à mettre le pied. Il faut mettre le pied sur la première marche pour monter l'escalier, quoi. Puis c'est souvent la première marche. Une fois que le client il commence, 95% du temps, ça se passe bien. Puis souvent, les clients vont me dire ah, mais j'ai pas assez de volume. J'ai pas assez de volume pour pouvoir acheter des robots. Oui, mais le problème, c'est que tu n'as pas le volume, justement parce que tu n'as pas la possibilité d'automatiser. Fait qu'à me donner un client qui va arriver avec, je sais pas, 10 000 morceaux à faire, toi, tu vas te dire ok, combien je peux en faire dans ma journée? Ok, je peux faire ça. Après, sinon, il faut que je monte un quart la nuit. Mais mon gars, il peut pas être tout seul. Il m'en faut deux. Ça complique la patente. Tu as un robot, il est déjà chez toi. Bon, ok, parfait. Tu sais que tu vas le monter sur cette machine-là. Forcément, tu vas répondre plus vite à ta soumission. Tu vas vite te rendre compte du coût que ça va te coûter, c'est le cas de le dire. Puis, il y a beaucoup plus de chances que tu ailles chercher l'ouvrage, quoi. Y a-t-il des contraintes, par exemple, sur des vieils équipements que tu peux pas être capable d'intégrer de la robotique ou de l'automatisation? Parce que des fois, tu sais, tu peux juste penser une source d'automatisation sur un tour CNC, tu peux juste ajouter un bar feeder, tu sais, qui n'est pas nécessairement un nouvel équipement concret, mais c'est une source d'automatisation qui peut te pousser Bien pour sûr, bar feeder sur un tour, c'est la base, mais des cellules robotiques. Est-ce que c'est adaptable sur une vieille machine des années 90 ou
c'est Ouais. plus complexe rendu à ce niveau-là. Ça va être quand même plus complexe. C'est-à-dire que je te dirais d'une machine de 10-15 ans, on va être capable sans problème. Plus de 15 ans, il y a à me donner, oui, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Donc, mais souvent, tu te dis, bon, tu achètes un robot, tu vas mettre tu vas mettre ça sur une machine de moins de 5 ans parce que tu veux te faire une unité qui soit vraiment qui soit à usage long terme, quoi. Donc, c'est vrai que souvent, les clients, quand ils vont acheter un robot, on va leur dire, OK, ils achètent une machine avec le robot avec. Et par contre, souvent, si je vends une machine, genre il y a 1 an ou 2, et le client me dit: «Ah, je pense à mettre de la robotisation». Bon, bah là, OK, il y a pas de problème. Il y a pas de problème, c'est comme une machine récente, c'est juste qu'on le fait en 2 étapes pour, une histoire de finances, quoi. Ça arrive-tu des fois que tu vois sur des machines qui sont totalement automatisées, des petits lots de production? Des fois que c'est dans un pelletiseur, des fois tu veux sauver des temps de setup puis tu vas enchaîner une job avec seulement comme 5 pièces. Quels sont les volumes qu'il faut que tu ailles Ah pour ouais, ben, adopter l'automatisation? en vrai, tu as pas besoin de tant de volume que ça, hein. Tu sais, je dirais, tu connais tes usures-outils, c'est toujours pareil, hein, ça revient toujours de là, hein. C'est sûr qu'il faut que tu sois organisé au niveau de tes usures-outils. Tu as 50 morceaux, à 15 minutes le morceau, le palettiseur, il vaut la peine. Parce que finalement, tu vas mettre. Le gars va faire son premier morceau le matin, ok, il vérifie, il en fait un deuxième, il en fait un troisième, ok, c'est bon, les codes sont bonnes, ça bouge pas. Ok, le gars est même pas obligé de remplir le palettiseur au complet. Il peut en rentrer 5, 6, puis il va se retrouver déjà avec 1 heure et demie d'autonomie. Ce qui fait que pendant cette heure et demie, bah, il peut aller sur une autre machine, faire un autre programme, lancer un autre setup. Fait que c'est souvent ce que je dis, c'est que si tu as un gars avec 2 ou 3 machines avec des palettiseurs, en fait, le gars va être c'est quasiment sûr qu'il va être capable de faire rouler les trois. Après, est-ce que c'est lui qui fait le programme? Est-ce qu'il y a un bureau de programmation à côté? Est-ce qu'il fait juste les setups? C'est sûr que ça rentre en compte là, mais globalement, c'est l'idée, c'est qu'en fait, on est un peu moins de personnel, mais du personnel plus qualifié, mieux rémunéré, puis des machines plus automatiques. Puis finalement, on va avoir des entreprises qui vont être plus concurrentielles. Aussi pour être concurrentiel, pour que le Québec reste concurrentiel par rapport aux autres provinces et surtout par rapport au reste du monde. Mhm. Puis les sources d'automatisation sont aussi disponibles dans toutes les catégories de produits que vous offrez, aussi le métal en feuille versus les machines CNC pour le machinage? Ou... Oui, quand même beaucoup, parce qu'en fait, le pliage, tu vois, on dit souvent, OK, l'usinage, bon, tu as un temps de cycle de 1 minute, c'est sûr que le gars qui est devant, qui met une pièce par minute, là, c'est pas drôle. Et il y en a encore beaucoup, hein. Tu as un temps de cycle de 5-6 minutes, bon, éventuellement, tu as 2 machines, tu vois, tu n'es pas en train de courir tout le temps, tu mets tes morceaux, tu les vérifies, ça se passe bien. Quand on parle de presse plieuse, la job est vraiment plus pénible parce qu'en fait, en gros, en gros, le pli est manuel, hein, donc tu appuies sur ta pédale. Puis là, ta presse, en fait, elle va venir plier ton morceau. Là, tu retournes ton morceau. On va imaginer, tu fais un 4 plis, là, comme pour faire une sorte de couvercle. Bon, bah voilà, c'est vraiment pli par pli, morceau par morceau. Tu retournes ton morceau de métal. C'est long. Et en fait, ça commence à être difficile de trouver des employés qui veulent faire ça parce que c'est de la job non-stop. Il faut être attentif. Et donc là, bah, justement, on a des cellules robotisées qui sont là pour faire la job des gens qu'on ne trouve plus. Mhm. Fait que là, ça vaut vraiment la peine. Puis aujourd'hui, la technologie elle est vraiment bien avancée. Nous, ce qu'on fait en fait chez BV, c'est que le client arrive avec un projet, il a une famille de produits, par exemple, de 10 morceaux différents. Ok, on va prendre les 3 plus compliqués. On va faire une démo de pliage chez nous pour montrer au client, voilà, tout est correct, regarde, on est capable de faire tes morceaux sans problème. Puis, et puis après, bah, on vend la presse et puis la cellule robotisée avec. Puis les cellules robotisées, sont-ils intégrées dans le même manufacturier ou c'est des manufacturiers différents qui sont tous intégrés dans le même écosystème? En fait, ce qui se passe, c'est que nous, toutes nos presses qu'on vend, on essaye de mettre le même contrôleur, à moins qu'il y ait une demande client spécifique, mais sinon on met le même contrôleur, comme ça on le connaît très bien. Et on a développé chez BV notre propre cellule robotisée avec le système de programmation qui s'adapte au contrôleur de la presse, pour qu'il y ait une vérification d'angle, pour que tout soit bien setupé. Fait que du coup, ça a simplifié énormément la mise en œuvre de l'ensemble. Et souvent, les gens se disent oh, ça va être très compliqué. Vraiment pas. Mais c'est que dans le métal en feuille, c'est pas comme l'usinage. Tu viens plier ton matériel, tu le plies à 90. En vrai, il va revenir un petit peu. Ouais. Fait que il faut que ton robot, lui, il suive le flex du matériel. Et donc, ça complique la patente versus
un robot d'usinage qui va prendre un cube et puis qui va venir le poser dans la machine. Mais aujourd'hui, technologiquement, on est correct, quoi. On est correct. Les cellules sont visibles chez nous. On fait des démos. Il y a pas de. Puis ça, j'espère vraiment que dans les prochaines années, les gens vont aller vers là parce que travailler sur une presse à toute la journée, à plier des morceaux toute la journée, c'est pas drôle et je pense qu'on va avoir de plus en plus de mal à trouver des gens qui veulent faire ça, quoi. C'est-tu plus catégorisé pour les compagnies manufacturières qui ont des employés à l'interne qui sont des ferblantiers? Parce qu'il y a beaucoup quand même, tu sais, un machiniste peut être apte à compléter ces tâches-là pour. C'est-tu présent beaucoup dans l'industrie que tu as des machinistes qui vont utiliser ces types de machinerie-là ou c'est vraiment spécifique pour une autre catégorie de métier? En fait, je te dirais que de plus en plus, tu vois, hier par exemple, je visitais une compagnie d'aéronautique et ils font beaucoup de métal en feuille. Ils font beaucoup de métal en feuille, donc ils font de l'usinage. Au démarrage, c'était de l'usinage, mais de plus en plus, il y a du métal en feuille. Ce qui fait que c'est ça, tu te retrouves avec des gens qui vont être machinistes, mais qui vont aussi avoir des presses, des lasers à côté. Enfin, non, pas des lasers parce que tu n'as pas le droit dans l'aéro, mais des machines pour venir couper les métaux, style des routeurs ou ce genre d'affaires. Les métiers sont quand même un petit peu mixtes, hein. Pareil, quand tu es une petite entreprise, tu vas machiner, mais souvent tu vas faire de la soudure, tu vas faire du pliage. Donc c'est quand même des métiers connexes. Donc oui, tu vas avoir des compagnies où vont faire que du métal en feuille et tu vas avoir des compagnies qui font que de l'usinage. Mais je dirais qu'il y a un bon 30% où c'est mixte. Ouais. Puis c'est quoi votre impression de l'industrie 4.0? Est-ce qu'il y a beaucoup de connectivité pour récolter le data de vos machines ou c'est quand même tout mis en fonction que les machinistes, il faut qu'ils gardent le data? En fait, ça dépend beaucoup des clients. Ça dépend beaucoup des clients. J'ai des clients qui vont avoir des données sur chaque machine. Je pense à un autre que j'ai visité, puis lui, il a installé une tablette sur chaque machine. Puis il est capable de voir combien de temps sa machine elle a tourné dans la journée, ça a été quoi les arrêts. Quand il y a un arrêt de plus de 10 minutes, l'opérateur doit justifier qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai un mille qui a cassé? Est-ce que je suis allé aux toilettes? Bon, bref, mais c'est un peu ça, là. Et du coup, si tu veux, la personne, elle est vraiment capable de savoir combien de temps ces machines travaillent à chaque jour. Dans des plus petites entreprises, c'est un peu plus rare parce que le problème, c'est que c'est toujours cool de récolter de la donnée, mais après, il faut avoir le temps de l'analyser. Quand tu fais tes soumissions, tu fais des programmes, tu achètes tes outils, tu fais ta facturation, tu parles avec tes clients et puis qu'après, tu récoltes de la donnée, ouais, tu as le temps de l'avoir quand. Fait que je te dirais que ça fonctionne, mais à partir d'une certaine taille de compagnie. Y a-t-il des nouveaux outils qui s'en viennent en 2026 que vous pouvez voir qui s'en vient, soit des nouvelles machines ou des nouveaux logiciels? Moi, je dirais les contrôleurs sont de plus en plus performants, ce qui fait qu'ils te permettent d'avoir un résumé de ta journée. Donc après, c'est qu'est-ce que tu fais de cette donnée? Est-ce que tu la récoltes? Est-ce que tu l'analyses? Mais maintenant, quasiment tous les nouveaux contrôleurs sur les machines vont pouvoir te dire à la journée combien de temps tu as eu de temps de travail, combien de temps tu as eu de temps d'arrêt, ce qui fait que ça te permet de voir réellement si ta machine était productive ou pas. Puis comment que vous accompagnez vos clients dans l'investissement de nouvelles machines? C'est-tu des fois des processus qui peuvent prendre des années ou des fois des... Ça dépend beaucoup du client. C'est-à-dire que je vais avoir des clients qui ils vont vraiment attendre le dernier moment ou ils ont un gros contrat qui arrive et puis là, c'est maintenant. Donc là, du coup, ils sont prêts à faire feu et puis on va vendre une machine en 15 jours. Comme des fois, ça va être des décisions d'affaires assez longues parce que le client, il a potentiellement des contrats qui s'en viennent. Mais là, les contrats, ils peuvent évoluer, les tailles de pièces peuvent changer. Ce qui fait que là, il va prendre son temps pour magasiner. Puis du coup, ça peut durer jusqu'à 2 ans, hein. Ouais. Fait que possible, plus la machine est grosse en général et plus ça va être un peu long parce que le processus d'intégration est plus compliqué, les montants sont plus importants, fait que le client forcément il va y réfléchir davantage. Puis les retours en investissement sur l'automatisation, c'est quoi qui est commun dans le fond quand tu investis sur un type d'automatisation? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas récolter dans tes premières années ou Bah oui, parce qu'en fait, tu sais, c'est toujours pareil, hein. Tu te dis, ok, j'ai 3 machines, j'ai 2 employés pour faire rouler ces 3 machines, voire 3 employés, versus j'ai un employé de moins en fait pour faire rouler mon îlot de 3 machines, par exemple, parce que j'ai de l'automatisation. Bon, bah tu gagnes un salaire à l'année, hein, c'est vite compté. Une cellule robotisée aujourd'hui, ça coûte, je vais te dire des prix comme ça, là, mais ça va coûter de 75 000 US à 150 000 US selon la complexité.
bon, tu as un retour facilement sur allez, maximum 3 ans parce que ta cellule, elle va tourner le soir. Ouais. Fait que c'est facile, hein, tu vois ce qu'un gars il coûte, puis tu l'additionnes sur 3 ans, puis tu rajoutes peut-être un chiffre de soir si tu as la job qui convient pour que la cellule soit vraiment full autonome une partie des nuits. Ouais, logiquement, là, c'est rentabilité 4 ans maximum, quoi. Fait en réalité, dans le fond, c'est les coûts de pas automatiser sont possiblement plus Plus important. importants Mais que... c'est que des fois, les clients, ils voient, c'est toujours pas. On en revient aux outils, hein. C'est que si le client, il sait pas exactement combien de ces outils durent, parce que chaque machiniste s'achète des outils différents, chacun programme comme il veut. Bon, bah là, tu veux mettre un robot, ok, parfait. Mais si le gars, le soir, à 5 heures, il te dit, enfin à 4 heures même, il te dit, ok, ah bah là, ça fonctionne pas parce qu'aujourd'hui, j'ai des tables qui ont cassé, j'ai eu ci qui a cassé, il faut que je sois à côté des morceaux, puis que c'est la même réponse à tous les jours, c'est compliqué. Fait que s'il y a des cases à cocher avant, moi, j'aime bien les outils, hein. J'en ai vendu pendant longtemps et je disais aux clients qu'il faut savoir combien de temps vos outils durent dans les différents matériaux, au moins avoir une bonne idée à 20%. Puis une fois que tu as ça, là, tu es prêt à automatiser. Mhm. Y a des programmes d'aide et de subvention, dans le fond, qui sont offerts soit au niveau du gouvernement ou de distributeurs d'outils qui vont adapter ou accommoder des clients à prendre le mouvement plus rapidement? Je te dirais que ça, les programmes de subvention changent à chaque année. Ça dépend, ça change à chaque année, mais à chaque fois que tu as de la nouvelle technologie, c'est sûr que la BDC, donc la Banque du développement du Canada, ont des programmes. Le Québec, pour certains types d'industries aussi, ont des programmes. Il faut se renseigner parce que les programmes de subvention changent tout le temps. Mhm. Puis c'est quoi les trends en 2026 de compagnies qui sont plus fortes, mettons, en 2026? J'ai entendu parler de l'hydro, la défense et des types d'industries qui sont plus peut-être performants, mais c'est-tu votre Bah, core business? Ou... En fait, oui. Je te dirais que globalement, ça fonctionne quand même bien. Aéronautique a bien repris hein, après la Covid. Là, aujourd'hui, l'aéronautique, tous les clients aéro fonctionnent très bien. L'hydro, avec Hydro-Québec, hein, c'est sûr qu'on a un énorme client. Fait qu'on a beaucoup de compagnies qui font des énormes pièces au Québec pour des turbines, pour tout ce qui est pièces de barrage. Donc, il y a tout. Mais ça s'arrête jamais en fait. Hein, parce que de toute façon, on a besoin d'électricité. Les morceaux, ils s'usent. On a aussi beaucoup de pâte et papier, donc on fait aussi beaucoup de morceaux pâte et papier. On a beaucoup de compagnies d'hydraulique aussi qui vont faire des gros shafts. Mais en fait, tous les jours, je visite des clients et des fois, je suis surpris des applications. Hein. J'ai une compagnie qui fait des luminaires. Donc, on a des luminaires, par exemple, dans nos hôpitaux ou dans des hôtels. C'est notre client qui va les fabriquer. Les domaines, ils sont incroyablement différents. Avez-vous des machines spécialisées un peu partout au Québec? Il y a seulement un client qui a cette machine-là spécifique à une telle application ou un type d'industrie? Eh ben, oui, en fait, de plus en plus, les filets à rouler sont populaires. Sauf que pour faire des filets roulés, ça te prend une machine, puis il n'y en a quasiment pas au Québec. Je pense qu'il y avait une compagnie à Montréal, mais je crois qu'ils ont eu des soucis. Je me demande s'ils n'ont pas fermé parce que c'était ancien. Et j'ai vendu une machine comme ça dans le coin de Sorel-Tracy, une machine à rouler les filets. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que 90% du temps, on va vendre toujours un petit peu les mêmes machines hein, qu'on connaît bien. Mais quand le client il arrive, puis qu'il a une demande ponctuelle, donc là, par exemple, le client m'a dit voilà, moi j'ai besoin de rouler des filets. On a un agent à Taïwan, on est parti regarder qu'est-ce qui existait sur le marché. Il se trouve qu'il y avait un de nos fournisseurs chez qui on achète des scies qui faisait aussi des machines à rouler les filets. Et puis du coup, en fait, on a fait l'intégration. Donc, on a envoyé des pièces en test là-bas. On a vérifié que tout fonctionnait bien. Et puis ensuite, on a fait venir la machine ici. Nos amis taïwanais sont venus faire l'installation parce que c'était la première machine. Donc, on voulait une formation qui soit adéquate. Puis, écoute, mon client, ça fait maintenant 1 an là qu'il roule des filets. Puis, il est bien content. Votre approche, dans le fond, quand il vient le temps de la mise en installation, est-ce que vous offrez des services qui vous démarquent? C'est vrai que des fois, ça me surprend. Les clients me demandent toujours est-ce que l'installation et la formation sont incluses. Bah oui, systématiquement. En gros, quand nous, tu travailles avec machinerie bébé, globalement, la seule chose que tu as à penser, moi, je m'occupe du transport. Donc pareil, je vais venir regarder les accès. Des fois, j'aide mes clients aussi à revoir un petit peu leur layout. Parce que des fois, on veut y aller au plus simple. Oh, je vais la rentrer là. OK, qui travaille dessus? Est-ce que c'est un gars qui travaille sur plusieurs machines? Est-ce que ça lui fait beaucoup de pas? Et puis, des fois, les gens sont mais j'ai pas envie de déménager l'autre machine. Quand c'est comme ça, nous, en fait, on fait affaire avec une compagnie de transport. Puis, moi, je regarde tout ce qui a bougé. Puis, ça arrive régulièrement qu'on refasse des layouts de compagnie de 4-5 machines one-shot quand on vient faire la livraison pour réoptimiser le tout.
Mais ça, en fait, on jase avec le client, ça fait partie de notre service. Puis après, c'est moi qui drive ça avec le transporteur, qui lui donne des indications, les poids de machine. Fait que pour le but, en fait, c'est que pour le client soit le plus facile possible, le plus fluide possible. Puis il a juste à penser à une chose, c'est OK, l'électricien. Voilà. Parce que ça, nous, il faut être habilité là, pour l'électricité. Donc, Mhm. une fois qu'on a déposé la machine chez le client, l'électricien, il s'en vient. Le lendemain, on arrive, on fait la mise à niveau, on part à la machine. Mhm. Puis avoir la tranquillité d'esprit aussi qu'il y a des pièces de rechange disponibles aussi. Et puis d'avoir des techniciens qui peuvent se déplacer très rapidement sur place, c'est Ben, tout un gros. on essaye d'avoir des contrôleurs identiques, on essaye d'avoir des spindles identiques. Bon, on n'est pas les seuls à faire ça sur le marché là, mais comme ça, on a toujours des morceaux de rechange de manière à essayer de restarter les machines le plus vite possible. Puis au niveau du service, en gros, nous, il y a différents stades d'urgence. Tu as une maintenance annuelle. Bon, s'il y a un client qui est arrêté, bah écoute, on va déplacer la maintenance annuelle, on va aller voir le client qui est arrêté. Parce que si toi, demain, tu es arrêté, tu vas être content qu'on déplace la maintenance annuelle du voisin pour venir te dépanner. Fait que si tu veux, au niveau du service, on y va toujours par ordre d'urgence, quoi. C'est quoi que vous verrez dans le fond dans l'évolution du marché au Québec? Est-ce que dans le fond, comment vous voyez les choses peut-être évoluer dans les prochaines années? Est-ce que tu penses qu'il va peut-être avoir des compagnies qui vont avoir plus de misère que d'autres à évoluer ou Bah, je te dirais qu'en fait, ça dépend toujours. Il y a une histoire de marché, mais c'est beaucoup client après client. Tu vois. J'ai des clients qui vont aller dans un domaine super concurrentiel, mais les gars sont bons, ils travaillent fort et puis ça progresse. Puis j'ai d'autres clients qui, par exemple, pourtant ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, mais finalement qui sont moins agressifs, qui cherchent moins à progresser. Puis bah, tranquillement, ça diminue. Mais on en revient toujours au même, c'est une histoire d'investissement. Mhm. Si tu as un client qui s'est lancé en 1990 et ça arrive, il a acheté toutes ses machines en 1990 jusqu'à 2000, Mhm. puis ensuite il a vécu avec le même atelier jusqu'à 2025, bah, c'est sûr qu'il est plus à la page. Mais pour lui, c'était correct, il vivait et puis tout est beau. Le problème, c'est qu'il n'a pas pris de virage en 2010, en 2015, en 2020. Puis là, tu as un autre client qui s'est créé en 2015. Lui, il vient d'acheter toutes ses machines dans les 10 dernières années. Bah, il est plus rapide, ses machines sont plus technologiques, il travaille avec des outils plus modernes. Puis finalement, bah, c'est juste un remplacement naturel, quoi. Donc, je dirais qu'il n'y a pas réel. Et puis dans le futur, bon, bah, les machines deviennent de plus en plus technologiques. Tu vois, je vais te donner un exemple sur les tours. Oh, il y a encore 5 6 ans, on achetait énormément de tours juste avec une tourelle, pas d'axe Y, juste un spindle. Aujourd'hui, on vend de plus en plus des tours avec. C'est plus qu'une demande sur deux, hein. C'est-à-dire que c'est souvent des tours avec axe Y, un deuxième spindle. Puis même si le client, par exemple, il se dit oh, pourquoi faire, moi, je vais en jaser avec lui. Ok, combien de fois tu remontes tes pièces de tour sur des millings après? Est-ce que ça arrive une fois par semaine? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est tous les jours? Si c'est une fois par semaine, on va se poser la question. Si c'est une fois par mois, ok, on va y aller sur un tour de ZAC standard parce que pour une fois par mois, ça ne vaut pas la peine d'avoir une machine vraiment plus dispendieuse. Si c'est une fois par jour, que quasiment toutes tes pièces de tour, tu vas faire des chemins de clé ou un trou ou un six pans sur une milling à côté, la question ne se pose même pas, quoi. Ça te prend une machine avec un axe Y absolument, quoi. Mhm. Y a-t-il un trend, dans le fond, que vous avez plus de demandes de nouveaux clients du monde, des nouvelles compagnies qui se partent en fabrication ou versus le nombre peut-être un ratio de compagnies que c'est juste du renouvellement de machines autre que. Bah, il y a du renouvellement de machines, oui, mais il y a aussi des compagnies qui se développent. Mais tu vois, c'est pareil, on va avoir des compagnies depuis 30 ans qui n'ont rien acheté. J'exagère un peu, 30 ans, j'abuse un peu là, mais qui achètent vraiment pas beaucoup, que du use. Puis à l'inverse, on va avoir des compagnies, eux, qui vont acheter que du neuf et puis qui vont essayer d'avoir les dernières technologies. Tu vois, je parlais avec un client hier et puis il me disait, moi, quand j'achète une machine, je veux pas acheter une dette technologique, quoi. Voilà, c'est que tant qu'à faire, tu sais, ils vont mettre le paquet et puis ils vont partir avec quelque chose qui va être encore à la page pour les 10 prochaines années. Mhm. Puis au bout de 10 ans, à mon avis, vu qu'ils sont en deux chiffres, ils vont sûrement renouveler leurs équipements, quoi. Puis est-ce que tu penses que certains manufacturiers de machines, le marketing a un impact quand même considérable, dans le fond, sur afficher un brand ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont maintenant affichées par tu sais, sur Internet Mais ou quoi que ce soit, mais. tu sais, ça là, en fait, ce qui est bon, moi je dois avoir, j'ai de l'accent, hein, ça doit s'entendre que je viens de France. Bon, ça fait 12 ans que je suis là, mais mon accent ne me quitte pas. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que par exemple, on a des machines qui sont très populaires en termes de brand au Québec et pas en France.
C'est un peu comme les marques de chaussures, c'est un peu comme les marques de voitures. Nous, en France, on n'avait pas de voiture Honda. Hein. C'était comme bon. Et puis ici, il y en a plein partout et c'est ultra populaire. C'est juste un exemple comme ça. Et dans les marques de machines, c'est un petit peu pareil. Il y avait des marques de machines en France qui étaient extrêmement populaires et puis qu'ici, je vois quasiment pas. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, en fait, c'est le marketing qui fait tout, quoi. Ouais. Tu peux avec une machine, somme toute, qui est correcte, que même une très bonne machine, mais tu vas la vendre comme si c'était la troisième merveille du monde. Et puis en fait, tu t'en vas ailleurs dans le monde, ils connaissent même pas cette brand-là, ils vont te dire ah, c'est quoi cette machine-là? Non, j'ai peut-être vu des vidéos sur Internet, mais c'est tout. Fait que moi, je dirais aujourd'hui, plutôt que d'acheter une brand de machine en particulier, c'est vraiment de se dire ok, quel est mon besoin? Est-ce que j'ai besoin vraiment de mettre une fortune? Parce que nous, notre approche, c'est de se dire, OK, à la fin de la journée, là, ton morceau, tu ne le vendras pas plus cher, peu importe la machine que tu as. Fait que c'est se dire, OK, quel est ton besoin? Où est-ce que tu veux t'en aller? Et d'essayer d'avoir l'équipement, le meilleur rapport qualité-prix, qualité, pour faire ton morceau, pour qu'il te reste le plus dans tes poches. Ouais. Parce que si tu ne restes plus dans tes poches de solutions, bah, tu pars en vacances avec ta femme et c'est cool, et tu fais des cadeaux à tes enfants, si tu en as. Et sinon, tu réinvestis dans ta compagnie, mais au lieu d'acheter une machine qui coûte le double, tu vas racheter un autre centre d'usinage ou un autre tour ou une autre presse plieuse, par exemple. Ouais. Fait que c'est d'essayer de travailler au juste prix. Parce que le marketing, justement, il fait sa trace. Puis là, tu peux avoir ça l'influence des fois des business owners ici localement. Puis ils veulent avoir une certaine marque de machine, mais qui n'est même pas distribuée, qui n'est même pas servie, qui n'a pas de technicien localement pour la servir. Puis quand tu as un problème avec ces machines-là, après T'es ça, mal des fois, pris. tu Cauchemar. c'est ça. Cauchemar, tu peux avoir des machines qui sont arrêtées un mois, et puis c'est le cas. Hein, et il y a des gens qui s'en mordent les doigts parce qu'ils ont acheté une machine, c'est ça, d'une marque un peu qui n'est pas trop bien répandue ici. Et pourtant, cette marque est grosse, hein, il y a une grosse usine, ça veut dire qu'ils en vendent plein dans le monde. Pas beaucoup au Québec. Bon, bah, à ce moment-là, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter ça? Non, parce que derrière, tu vas te casser les dents en termes de maintenance, quoi. Donc, Avez-vous des partenaires régionaux ici au Québec que vous êtes pas un écosystème ensemble, mais que en termes d'outillage, en termes de liquide de refroidissement ou pour offrir un service complet aux clients de l'accompagner de A à Z? ouais. Ou... En fait, on le propose. Puis moi, vu que je connais bien les outils de coupe, par exemple, c'est régulièrement que le client il s'achète un tour, par exemple, et puis c'est son premier. Que ce soit un conventionnel, un numérique, peu importe, il va me demander de créer une liste d'outillage. Bon, moi, c'est mon background, c'est ce que je faisais avant, donc du coup, je vais lui créer sa liste d'outillage. Par contre, au niveau de la marque, on travaille avec plusieurs marques parce qu'en vrai, ça va vraiment dépendre du client, quoi. Puis tu vois, c'est pareil, hein, je ne vais pas citer de marque d'outils, mais tu vas aller à Montréal, il y a des marques qui sont très populaires. Tu vas t'en aller à Chicoutimi. Là-bas, le distributeur qui vend cette marque-là, il fait moins une bonne job, et puis ça va être une autre marque qui est ultra populaire, quoi. Fait que ça dépend plus du client. Mhm. Puis qu'est-ce qui vous rend optimiste, dans le fond, pour les prochaines années à venir? Est-ce qu'il y a-tu des nouvelles technologies qui s'en viennent que... Ben, ça, en fait, c'est qu'on s'en vient, on va le voir. Hein. De toute façon, on est dans l'industrie, on va le voir. On a un âge où, mais dans les 20 prochaines années, c'est sûr qu'on arrive vers une révolution industrielle, quoi. Bon, je pense qu'on voit les robots aussi qui s'en viennent. L'automatisation s'en vient de plus en plus. Il y a de l'imprimante 3D maintenant qui fait aussi de l'impression dans les métaux. Les machines ont de plus en plus d'axes. On arrive à faire des formes de plus en plus complexes. Après, de dire où est-ce que ça va s'en aller, ça va dépendre aussi de comment que ça va en termes d'industrie, qu'est-ce qui va se passer avec nos voisins. On va avoir bientôt une renégociation des accords commerciaux avec nos voisins du Sud. Bon, moi, je sais qu'il faut être optimiste parce que de toute façon, je veux dire, si à un moment donné, en ce moment, tu es en train de te dire, OK, est-ce qu'il faut que j'achète une machine? Est-ce que j'attends? Le problème, c'est qu'il va toujours y avoir quelque chose qui va faire que tu vas attendre. Toujours, toujours, toujours. Et tu sais, je vais prendre mon exemple des compagnies françaises, parce que j'étais représentant là-bas pendant longtemps. J'avais des compagnies de 20-30 personnes qui avaient de la job à 2-3 semaines, maximum, souvent à la semaine. Et ils avaient 20-30 gars, hein, et donc il faut les remplir. Et finalement, la job rentrait. Et ici, des fois, j'ai des clients qui sont inquiets parce qu'ils ont de la job à 3 mois, alors qu'avant, ils avaient de la job à 6 ou 7 mois d'avance. C'est toujours une histoire d'échelle. En fait, mon client, il irait voir en France comment ça se passe avec des compagnies de 20-30 personnes. Et la job qu'il y a d'avance, je pense qu'il aurait des cheveux blancs ou qu'il aurait quasiment plus de cheveux. Et des fois, c'est ça, il y a une baisse d'ouvrage, mais les gens ont du travail. C'est juste qu'ils ont moins de vision. Mais le problème, c'est que si tu te bloques et que tu n'achètes pas de machine, peut-être que tu n'auras pas de nouvel ouvrage parce que les nouvelles machines amènent de l'ouvrage. Fait que je dis pas de faire des investissements de fou et puis de se mettre dans le trouble.
Mais il y a un moment donné, tu peux pas toujours avoir peur, sinon tu vas jamais de l'avant, hein. C'est comme acheter une maison et se dire ah, peut-être que l'immobilier va cracher. Est-ce que je l'achète au bon moment? C'est comme tu as une femme, tu te dis ok, je vais faire des enfants, peut-être que je vais divorcer. Oui, oui, peut-être, mais il y a un moment donné, on fait plus d'enfants. Bon, fait que moi je dirais il faut y aller raisonnablement, mais il faut aller de l'avant, il faut mettre de l'automatisation, il faut acheter des nouvelles machines. Puis dans 10 ans, écoute, on verra bien ce qui se passe, hein. Est-ce que tu vois ça aussi, qu'il y a des côtés qui sont plus réticents entre les termes de génération pour les dirigeants d'entreprise? Si tu as plus des jeunes qui se partent en affaires, puis eux sont totalement versus les nouvelles méthodes, les nouvelles évolutions, versus d'autres dirigeants d'entreprise qui sont peut-être plus aux vieilles méthodes, que ça fait... j'entends souvent dans le métier, des fois, ça fait 30 ans que ça roule Ça de marche cette comme ça. manière-là, puis on n'est pas... sont pas confortables, sont pas Ouais. ouverts d'esprit à penser think outside the Ouais. box, qu'on dit, là. C'est vrai, mais pas forcément. Mais tu sais, après, si je me mets à la place de mon client qui a 55 ans, ça fait 30 ans que ça marche comme ça. Le gars, il lui reste 6-7 ans à faire. Et puis après, il va vendre l'entreprise ou il a acheté des machines il y a très longtemps. Il va juste fermer tout simplement et puis vendre ses machines à l'encan. Et puis il a sa bâtisse qu'il va vendre. Et puis ça va être ça, sa retraite. Il n'a pas envie d'aller plus, de se casser la tête. Le gars qui a 30 ans, il se dit, bah lui, il faut que ma compagnie elle soit encore en vie dans 25 ans. C'est sûr qu'il va être un peu plus ouvert à la modernité. Mais à l'inverse, tu vas avoir des gens qui ont des entreprises et puis pourtant qui sont déjà assez avancés dans l'âge, qui tripent sur les nouvelles technologies, qui vont avoir le dernier téléphone avec toutes les dernières applications, qui vont parler avec ChatGPT tous les jours. Puis eux, ils sont à fond dans l'automatisation. Fait que c'est pas facile de. Et puis à l'inverse, des gens plus jeunes qui vont être pro machine use, ils vont acheter toujours des chars à 200 000 km et puis ils vont faire pareil dans leur gestion de compagnie. Ils vont acheter que des vieilles machines et puis ils vont dire ah, de toute façon, acheter du neuf, ça vaut pas la peine. C'est dur de mettre des gens dans des cases, hein. C'est très diversifié. Ouais. Y a-tu certaines technologies que tu aimerais ça, peut-être enligner les personnes à faire des recherches ou des découvertes des nouveaux produits, des nouvelles technologies en automatisation que tu voudrais pointer à que le monde se... Ben, en vrai, tu sais, dans les robots, oui, c'est nouveau, mais c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, des robots collaboratifs, ça fait bientôt 10 ans que ça existe. Des robots à palette, ça fait 10 ans aussi que ça existe, et même plus, hein. Moi, j'avais déjà je travaillais quand j'avais 21 ans de nuit dans une usine, on avait déjà un robot palettiseur à l'époque, il y a 20 ans. Fait que c'est vraiment à me donner de faire le pas. C'est vraiment de faire le pas, mais ouais, et des clients, ils ont du mal ou ils disent ah, j'ai pas l'ouvrage pour. Oui, mais t'as pas l'ouvrage pour parce qu'aujourd'hui, il y a trop de clients qui sont déjà équipés, ce qui fait que si tu le veux, l'ouvrage, va falloir mettre la main à la poche et acheter la machine. Après, ça dépend. Est-ce que le client il a envie de faire ce move-là ou pas? À un moment donné, c'est sa décision, hein. Mais c'est sûr que si tu veux un peu plus de volume, attraper des marchés, être plus compétitif sur certains morceaux, il faut que tu puisses travailler le soir. Il faut que ta machine elle travaille toute seule. Il faut qu'elle travaille sur l'heure de midi toute seule. Il ne faut pas qu'elle soit en break. Puis ça, il n'y a que l'automatisation qui peut te l'apporter, quoi. As-tu des conseils ou des invitations peut-être à lancer à quelqu'un qui veut se ouvrir puis de Ah bah de moi, je dirais découvrir au oui, cours de l'année? appelez Machinerie BV ou appelez Brice si vous êtes dans le Grand Montréal. Si vous voulez même peut-être laisser tes indications, tes informations de contact pour te contacter directement, puis te spécifier peut-être exactement l'endroit où ce que tu es présent dans la communauté locale. Bien sûr, moi en fait je couvre la Montérégie, Grand Montréal, Laval, Rive-Nord jusqu'à Gatineau. Et vous pouvez me joindre au 514-704-7999. Puis pour tout le reste du Québec, je vous invite à aller sur notre site internet, puis d'envoyer une requête et on va s'occuper de vous. Le représentant va vous appeler dans la demi-journée. Si vous avez des clients anglophones, mettons, qui seraient approchés d'Ottawa ou quoi que ce soit, est-ce que c'est... Je travaille aussi sur la bordure ontarienne et puis je parle anglais, donc il n'y a aucun problème. On peut les desservir aussi sans souci. En fait, on essaye de rester dans un rayon de à peu près 5 heures de machinerie BV pour qu'au niveau du service, ça reste correct. Après, tu sais, on a des clients qui sont à Sept-Îles, on a des clients qui sont en Abitibi, super loin, on a des clients au fin fond de la Gaspésie. Bon, bah, quand c'est comme ça, c'est juste on envoie un tech, on sait qu'il va dormir à l'hôtel et puis que l'intervention va être un petit peu plus longue. Y a-tu quelque chose d'autre que peut-être que tu aimerais
lancer comme message au courant de l'année? Peut-être que des événements que vous allez être présents, autres que je sais que tu as mentionné que vous allez être présent au MMTS cette année, au mois de mai. As-tu des invitations quelconques? On va être au MMTS, c'est ça exactement, fin mai à Montréal au Palais des Congrès. Puis à venir aussi chez nous, il va y avoir des portes ouvertes où on va faire des essais d'outillage avec différents fabricants. Fait qu'on va communiquer là-dessus dans le mois à venir pour donner des dates. Okay, ça serait peut-être intéressant de faire des petites capsules ensemble puis de venir faire des suivis, des suites de Bien sûr. Du broadcast pour montrer vos équipements visuellement parce que, autre que ça, peut-être qu'on va lancer l'invitation à chacun des auditeurs, dans le fond, à venir au MMTS puis venir rencontrer. Brice va être présent, j'imagine, je vais être là tout le temps. Toute ton équipe qui va être présente là-bas. Est-ce que tu vas avoir des techniciens de service pour répondre aux questions? On a des techniciens de service, on a nos formateurs, on a nos patrons qui sont là aussi et tous les représentants vont être présents. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un pour t'accueillir sans souci, quoi. Good. Sans souci. Puis, si vous voulez venir visiter Machinerie BV, c'est sans problème. Il suffit de communiquer aussi avec nous, puis on va s'occuper de vous. Puis s'il y a quelque chose à se rappeler, c'est que Machinerie BV, c'est du solide. Puis c'est quoi votre adresse? Juste peut-être pour... si tu passes sur l'avant en descendant entre Montréal puis Québec, c'est sûr que tu vas passer en avant. Il faut que tu sortes à Boulevard Lemire, et puis après, c'est dans la zone industrielle sur la gauche quand tu viens de Montréal. Mais la bâtisse est bleue, il y a tellement écrit en gros Machinerie BV dessus que tu peux pas la rater. Y a-t-il des éléments, dans le fond, qu'on n'a pas eu la chance de parler au courant de l'épisode que tu aimerais mettre en valeur vers la fin de l'épisode? Ou? Je vais parler de Machinerie BV. Moi, je vous dirais que on a vraiment une belle team. Quand j'ai travaillé dans beaucoup de compagnies différentes, peut-être au moins 8 à peu près dans toute ma carrière. Et quand je suis arrivé chez BV, j'étais recruté par un chasseur de tête. Hein. Et au début, j'étais vraiment pas dans l'optique de changer. Et quand je suis arrivé chez eux, quand vous rentrez chez BV, tous les techniciens sont de bonne humeur, l'équipe est de bonne humeur, c'est vraiment une bonne team. Puis c'est ça qui m'a donné plus que les bonbons qu'ils te donnent à la fin du mois. En vrai, c'était à peu près pareil là, mais c'était plus, il y a vraiment une bonne ambiance. Et quand les clients viennent chez nous, qu'ils voient nos techniciens sur place, ça donne confiance. Ça donne confiance, tu vois que c'est une belle compagnie québécoise, que les gens viennent pas travailler en tirant la tête, fait que c'est très agréable. Et écoute, j'espère peut-être on fera un événement par rapport à ça, mais on va avoir des essais d'outillage dans pas long avec nos nouvelles machines de microdynamique. En fait, c'est des machines 5 axes, machines 3 axes. Les spindles, il y a plus de 40 HP. Tu peux taper rigide jusqu'à du M36 Pad 4. Machine très bien fabriquée. Hein, c'est fait en fait. Microdynamique, en vrai, hein, ils faisaient des machines pour une compagnie japonaise depuis plus de 30 ans. Fait que c'est pour ça que les machines japonaises, des fois, ne le sont pas. Hein. Donc, nous, vu qu'on est un peu en arrière du décor, on essaye toujours de trouver le fabricant initial pour éviter qu'il y ait des cumuls de marge et justement arriver avec le meilleur prix possible. Et donc, du coup, on va mettre nos machines en valeur et on espère que les clients vont venir voir ça nombreux. Puis ça, c'est une occasion dans le fond, spécial pour rencontrer toute l'équipe au complet, surtout les formateurs puis les gars de service. C'est exactement ça. Et puis aussi pour faire que des clients se rencontrent. Parce que moi, à travers les années, j'ai mis beaucoup de clients. Tu sais, des fois, j'ai un client, il me dit j'ai un morceau, je peux pas le faire, je suis pas équipé. OK, il me téléphone, il me dit est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait me le faire en sous-traitance? Je fais j'ai mis beaucoup de clients en réseautage pour qu'ils se donnent de l'ouvrage les uns les autres. Puis là, c'est une belle activité. Aller voir des outils de haute performance sur une machine de haute performance, rencontrer, moi j'appelle ça des collègues, hein, parce que je pense plus que c'est le Québec et le Canada face au reste du monde que réellement nous par rapport aux voisins. J'ai une vision plus globale de l'industrie. Et donc, c'est une bonne occasion d'échanger et puis de voir comment est-ce qu'on peut progresser tous ensemble. Bien, c'est sûr qu'on va s'engager à venir faire une suite au podcast puis venir faire tourner des images une fois que ces événements-là vont avoir lieu. On va être planifié. Tu nous tiendras au courant pour quand ça va être présent. Sinon, au MMTS aussi, on va faire peut-être une belle vitrine pour Machinerie BV. Fait que, autre que ça, Brice, si tu as d'autres choses à ajouter avant de conclure l'épisode. Machinerie BV, c'est s'équiper solide. Je te remercie beaucoup, Brice, pour l'épisode. Puis on va se retrouver très bientôt dans un nouvel épisode pour le podcast.